Parmi les spectateurs qui connaissent de près ou de loin l'univers et la temporalité inventés par Tolkien pour le monde d'Arda et les événements de la Terre du Milieu, certains sont étonnés de la chronologie de la série Les Anneaux de Pouvoir. Attention, pour regarder cette vidéo, il faut être à jour sur les 3 premiers épisodes de la série. Je parlerai dans cette vidéo de Númenor, de la théorie des époques différentes, ou peut-être de la possibilité de faire intervenir au deuxième âge des éléments qui surviennent normalement durant le troisième. Entre simples questionnements ou véritables diatribes pour dénoncer un irrespect insupportable des écrits sanctifiés du génial écrivain, philologue et bâtisseur d'univers, qu'en est-il véritablement ? La chronologie, c'est un sujet que j'abordais dans certaines de mes vidéos d'analyse des bandes annonces et autres teasers avant le début de la diffusion de la série donc, mais je ne pense pas y être revenu depuis, car je baigne depuis des mois dans toutes les informations sur les Anneaux de Pouvoir. Et en effet, très concrètement, c'est depuis des mois qu'on sait que les showrunners et leur équipe de scénaristes ont fait le choix de compresser la chronologie développée par Tolkien pour le deuxième âge, et ce pour 2 raisons principales. La première raison, c'est que le deuxième âge dure 3441 ans, c'est long, même avec 5 saisons prévues, voilà une période atrocement longue à couvrir dans son intégralité, et qui aurait nécessité des sauts dans le temps réguliers. Alors certes, ce n'est pas une chose impossible, mais une adaptation directe aurait imposé une énorme contrainte sur le rythme, en tout cas je le pense. La seconde raison est de loin, je pense en tout cas la plus importante, c'est la volonté de permettre aux spectateurs de s'investir dans les personnages humains, nains, pieds velus, et de leur laisser suffisamment de temps d'écran pour bénéficier de véritables arcs narratifs. En effet, le respect strict des 3441 ans aurait abouti à une succession de naissances et de morts chez tous les personnages non elfiques, et ce à un rythme tellement rapide que la série en serait peut-être devenue involontairement comique. Faisons un rapide calcul, admettons qu'on ait 5 saisons de 8 épisodes, soit 40 épisodes, on serait environ à 85 années couvertes par épisode, en moyenne bien sûr, et donc à des personnages qui mourraient tous les 1 à 3 épisodes. Super. Essayez de vous mettre quelques instants à la place des créateurs de cette série, et je pense que cette décision de compresser la chronologie devient rapidement logique, notamment si vous avez l'intelligence de donner la priorité à la qualité de la série en elle-même, plutôt qu'à respecter chaque année et chaque lettre du matériau d'origine. Ce qui a été privilégié plutôt qu'une adaptation bête et méchante, c'est de porter à l'écran les grandes thématiques chères à l'auteur, tout en préservant bien sûr des personnages, des événements majeurs, et a priori leur ordre de déroulement, du moins c'est la tentative, et nous pourrons juger de sa réussite ou pas, au plus tôt d'ici la fin de cette première saison, et pas avant je pense. Je vais maintenant en venir à des exemples plus concrets et précis de ce que ces choix impliquent pour la série et des différentes manières dont cette compression vient impacter le récit. Le cas le plus délicat à traiter en matière de chronologie est sans doute la civilisation de Númenor et son évolution. Je vous rappelle que cette île a été offerte à certains humains survivants qui avaient activement participé à la guerre contre les forces de Morgoth durant le Premier Âge. Ceux qu'on appelle les Edain et leurs descendants ont pu jouir non seulement de cette île fertile et accueillante située en mer à mi-chemin entre les terres sacrées d'Aman à l'ouest et les côtes de la Terre du Milieu à l'est, mais ils ont également reçu une longévité exceptionnelle. Les Núménoréens vivent 3 fois plus longtemps que les humains de la Terre du Milieu, et cette longévité est encore plus importante parmi les membres de la lignée royale d'Elros, le frère d'Elrond, et le premier roi de Númenor, celui qui a choisi le destin des mortels plutôt que celui des elfes que son frère Elrond a préféré. La civilisation de Númenor est très proche des elfes initialement, et ceux qui vivent sur l'île de Tol Eressëa, les elfes à proximité des côtes d'Aman, rendaient souvent visite aux Núménoréens, notamment durant les 2 premiers millénaires de leur histoire, en résumé. Et c'est justement de ces elfes de l'île de Tol Eressëa que provient la pousse de l'arbre blanc qui est devenue Nimlos, une pousse provenant d'un arbre nommé Celeborn, qui provenait lui-même de Galathilion, qui avait lui-même été créé à l'image de Telperion, l'un des 2 arbres sacrés du Valinor, ceux dont on a assisté à la destruction par Morgoth dans le prologue du premier épisode. C'est bon ? Donc pour résumer, une nation bénie et hors du commun, avec des relations privilégiées avec les elfes, mais peu à peu une forme d'incompréhension envers la mortalité et de la jalousie envers l'éternité des elfes sont venus ternir l'esprit de cette civilisation. Certains Núménoréens restaient très attachés à l'amitié envers les elfes et au respect des Valar, les grandes puissances de l'Ouest, et c'était le groupe des fidèles à qui s'opposait la faction du roi, puisque ce rejet des Eldar et des limites imposées aux Núménoréens est venu initialement d'un roi, Tar Ankalimon.
Cette évolution de Númenor, dont je ne vais pas vous spoiler tout le déroulement, pour préserver celles et ceux parmi vous qui n'ont pas lu, survient sur 1 millier d'années à partir de cette division. Dans la série, on comprend avec l'épisode 3 que la décision a été prise d'aborder Númenor alors que les fidèles, donc ceux qui sont proches des elfes, eh bien, sont déjà très minoritaires et mal vus dans cette société, à tel point que la régente Myriel doit publiquement du moins se montrer méfiante envers les elfes et tous ceux qui leur viendraient en aide. Sur le développement prévu au fil des 5 saisons, on va donc se concentrer en détail sur le paroxysme de cette opposition interne au sein de cette civilisation hors norme et sur la façon dont cela va drastiquement modifier non seulement Númenor elle-même, mais aussi une grande partie de la Terre du Milieu. Certains spectateurs étaient assez logiquement étonnés de voir des personnages tels qu'Elendil ou son fils Isildur à l'écran alors même que les anneaux de pouvoir n'ont pas encore été forgés. Mais attention, l'idée ici pour la série ne consiste pas du tout à faire du fanservice, comme j'ai pu le lire, mais bien à construire cette narration en la mettant au service de la série pour la rendre la plus intéressante possible. On a d'un côté une histoire de Númenor déjà très avancée et de l'autre les événements majeurs de la Terre du Milieu qui respecteront certainement l'ordre défini par Tolkien, mais dans un laps de temps nettement plus bref. En effet, il ne fait guère de doute que la guerre de la dernière alliance sera dans la 5e et dernière saison de la série, et que de ce fait, Elendil et Isildur seront encore en vie, ce qui implique que le déroulement de l'ensemble de la série devrait se faire tout au plus sur une centaine d'années, ou même moins, selon les choix des scénaristes. Alors oui, c'est vrai, j'en conviens, c'est une forme de sacrifice par rapport aux écrits de Tolkien, sans doute un sacrifice nécessaire, il me semble du moins, pour permettre une adaptation offrant un temps d'écran suffisant aux personnages non immortels pour devenir chers à nos cœurs et connaître de belles progressions. Du côté des nains, un problème similaire se pose puisque leur durée de vie n'excède pas 300 ans, quand on sait que les pieds velus ne doivent sans doute pas dépasser la centaine d'années, étant donné leurs conditions de vie à cette époque nomade de leur histoire. Une autre question de chronologie qui revient souvent porte sur Galadriel et plus précisément son mari, Celeborn, qui porte en effet le même nom que l'arbre de Tol Eressëa. Même si nous n'en avons pas encore la certitude absolue, il me semble évident que les scénaristes ont fait le choix de repousser la rencontre entre Galadriel et Celeborn de sorte à ce qu'elle survienne durant les événements couverts par la série plutôt qu'auparavant. Encore une fois, en torse au canon chronologique, mais très certainement un choix narratif nettement plus intéressant. Pour nous, les spectateurs, on pourra enfin mieux apprécier et comprendre cette histoire d'amour qui est un des grands ratés de Tolkien, tant on a du mal à saisir pourquoi Galadriel a choisi cet elfe Celeborn en particulier. Et oui, vous l'aurez compris, je m'attends à ce que la série rende Celeborn plus intéressant à ce qu'on connaît de lui jusqu'à présent dans les textes, j'ose le dire. Après tout, on ne connaît pas grand-chose de lui dans les textes, donc c'est pas très difficile, et ça me semble être un choix pertinent. En résumé, Galadriel n'est pas encore mariée, mais attention, je ne dis pas pour autant qu'il y aura une histoire d'amour avec Halbrand. Alors déjà, chez Tolkien, il est incroyablement rare qu'un elfe tombe amoureux plus d'une fois dans sa vie, et d'autre part, une histoire avec Halbrand serait, selon moi, un mauvais choix, même s'il ne serait pas si étonnant que l'humain Halbrand tombe en pamoison face à Galadriel. Après tout, c'est le lot d'une bonne partie des gens qui la croisent. En termes de pur questionnement chronologique, il me reste à aborder l'idée, la notion selon laquelle la série pourrait faire intervenir au cours du deuxième âge des événements qu'on trouve plutôt au troisième. Et quand j'évoque cette éventualité, j'ai en tête deux grands événements principalement, à savoir le premier, la chute de Khazad-dûm, avec l'apparition du fléau de Durin, le Balrog, et d'autre part, l'éventualité d'introduire Gandalf au deuxième âge, alors qu'il est arrivé en Terre du Milieu, en tout cas sous sa forme de mage de Gandalf, au troisième. Et mon propos à ce sujet, au sujet de ces deux possibilités, sera rapide. Je pense que la série évitera ces deux erreurs, qui seraient d'importer la chute de Khazad-dûm ou encore l'arrivée de Gandalf du troisième au deuxième âge, car même si la série a fait le choix de compresser la chronologie du deuxième, je pense qu'ils auront à cœur de ne pas mélanger entre deux âges des éléments aussi importants, puisque cela viendrait apporter des chamboulements sur la suite potentielle, et en termes de respect de l'ensemble de l'œuvre, de ce qu'a voulu faire Tolkien, et sachant que le Tolkien Estate a regardé de près la production et même l'écriture de cette série, je ne pense pas qu'ils auraient été d'accord pour ces changements. Avant d'en venir à une seconde partie de cette vidéo qui va toucher aux théories autour de l'étranger notamment, mais aussi autour d'Halbrand, Théo et Bronwyn, je vous donne rendez-vous dès demain, vendredi 16 septembre,
pour une watch party à partir de 19h30 sur la chaîne Twitch de Prime Video FR. Si vous ne connaissez pas encore, le principe est simple, nous regarderons tous en même temps l'épisode 4 qui sort donc demain, vendredi 16, et je le commenterai en compagnie de Marie Palot qui présente la soirée et chacune des watch parties, et aussi de Magla. Pour participer, il faut avoir un compte Amazon Prime et le synchroniser à l'avance avec votre compte Twitch, et le tour est joué. Et puis rassurez-vous, vous choisissez de votre côté la langue de l'épisode, et d'écouter ou pas nos commentaires, sachant qu'il y a bien sûr un petit temps d'introduction avant l'épisode et un débrief ensuite, notamment pour échanger avec vous et répondre à vos questions. Donc ce vendredi 16 septembre 19h30, vous trouverez un lien en description et en commentaire épinglé. C'est parti maintenant pour les théories avec cette idée que j'ai vue circuler et selon laquelle cette première saison suivrait sans le dire plusieurs époques différentes. Très clairement, de mon point de vue, je dirais que nous n'avons absolument aucun élément permettant de soutenir une telle hypothèse et au contraire, une scène essentielle du premier épisode qui positionne tout le monde à la même époque. Je fais bien sûr référence à la chute de la météorite, et non désolé, il n'y a pas plusieurs météorites différentes, absolument rien ne va en ce sens, et une telle révélation sortie de nulle part serait une simple démonstration de grosses lacunes dans la construction scénaristique. Cette idée de plusieurs météorites plaît notamment à ceux qui imaginent plusieurs Istari venus du ciel, et pour rappel, les Istari, ce sont les membres du groupe de Maillard, communément appelés les magiciens, Saruman, Gandalf, Radagast, et les deux mages bleus. Je ne répéterai pas ici ce que j'ai déjà expliqué concernant mon point de vue sur la nature véritable de l'étranger, j'ai déjà consacré une vidéo entière, et même si l'ajout de l'hypothèse d'un Balrog est plutôt marrante, on ne va pas se le cacher, je reste sur l'idée qu'il s'agirait a priori de Sauron, mais je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Un mot sur les humains du Sud et sur le destin possible d'Halbrand, Sio et Bronwyn. Je vais me répéter, mais tout l'intérêt du choix d'une chronologie compressée consiste à développer les personnages à durée de vie non elfique. Dans une série consacrée aux événements du Deuxième Âge et à la première montée en puissance de Sauron, bien avant la guerre de l'Anneau, qui ne rêverait pas d'assister à l'origine de plusieurs Nazgûl. Les esprits serviteurs de l'Anneau étaient tous des humains puissants et parfois animés de bonnes intentions, à qui la promesse des pouvoirs liés à un anneau a fait entrevoir tous les bienfaits dont ils pourraient faire profiter leur entourage, leur peuple. Halbrand s'inscrit dans une lignée qui a prêté serment à Morgoth et descend peut-être d'Ulfang, le terrible traître du Premier Âge que la série ne peut sans doute pas citer, faute de droit sur le Silmarillion. Cette notion d'héritage très lourd à porter désigne Halbrand comme un anti-Aragorn en quelque sorte, et on peut supposer que la façon dont la lame brisée est marquée du signe de Sauron réagit au sang de Sio semble impliquer une relation familiale entre Halbrand et Sio, et une malédiction de lignage. Si on ajoute à cela la thématique essentielle de la mortalité et la tension qui va sans doute se faire jour du fait de l'amour entre Arondir et Bronwyn, alors que leurs destins sont très différents, on ne peut que craindre que l'un ou plusieurs de ces personnages ne deviennent Nazgûl. Et oui, suivre un personnage sur 5 saisons aura bien plus d'impact pour les spectateurs quand le basculement sera définitif et l'âme complètement damnée au service de Sauron. C'est moche. Tolkien avait tendance à penser que le roi sorcier le plus puissant des 9 avait une origine numénoréenne, comme au moins 2 autres des Nazgûl. Toutefois, il semble que le seul Nazgûl nommé Khamûl soit à l'origine un orienté, un humain du sud-est de la Terre du Milieu. Alors s'agirait-il de Sio ou encore d'Halbrand, voire de Bronwyn qui choisirait de prendre la place de son fils, ou de tenter secrètement d'atteindre une forme d'immortalité pour ne pas être séparé de lui ni d'Arondir? Le simple intérêt de suivre sur plusieurs saisons la transformation de certains de ces personnages et leur chute vers l'ombre ou leur rédemption suffit à mes yeux à justifier le délicat choix de chronologie qu'ont dû faire les showrunners en imaginant leur adaptation. Alors attention, je n'affirme pas pour autant qu'aucun autre choix n'était possible, on aurait pu complètement imaginer une série centrée uniquement sur la création des anneaux de pouvoir ou une autre uniquement sur les dernières années de Númenor. Toutefois, il faut quand même bien avouer qu'il était particulièrement tentant de réunir les événements majeurs du Deuxième Âge en une seule série, et cela implique forcément un important travail d'adaptation et même de création pour venir ajouter du liant entre les dates majeures et donner une dimension à certains des personnages qui ne sont parfois guère plus qu'un nom et quelques actions qui leur sont associées dans la description d'une époque qui existe essentiellement dans l'esprit de Tolkien pour venir proposer une sorte d'articulation logique entre le premier et le troisième âge qui ont été décrits avec nettement plus de détails. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour m'aider à atteindre les 500 000 abonnés, à laisser vos impressions en commentaire et vos pouces en l'air. Dans le cas contraire, je serai obligé de sévir, je serai obligé d'user de mes pouvoirs cosmiques pour compresser votre chronologie personnelle en ne vous laissant que les jours de boulot, sans vacances, ni week-end ou jours fériés. Allez,
De rien, ça me fait plaisir. À très vite, dès demain pour la vidéo sur l'épisode 4 et la watch party dès 19h30. Salut!